Vous avez un nez... un nez... très grand. Ouais. Ah! C'est tout? Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais attelé le nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un ANAP descriptif. C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes pour tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Bonjour Guillaume. Bonjour Olivier, ça va? Oui, et toi? Eh bien oui, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du jour. Non, j'ai déjà fait celle-là. Oui, Oui, ils écoutent oui. le bon. C'est la même blague que l'épisode Oui. 1. Remarque, Donc, comme ça fait une continuité. Hein, on ouvre sur non, mais- une blague nulle et on termine sur une blague. C'était pas une blague nulle et on ne sait pas si on termine. Donc, Bienvenue dans L'épisode l'épisode 5. C'est ça. j'ai y arrivé. Tournera autour de la problématique des adaptations littéraires au cinéma C'est ça. et formulée sous Plus forme... précisément des chefs-d'œuvre littéraires. Voilà. Donc la question est, posons-la dans notre introduction C'est- après avoir amené le sujet. C'est cela même. Adapter un chef-d'œuvre littéraire, est-ce une bonne idée? Alors déjà, ça soulève la question du chef-d'œuvre, finalement. Oui, ce serait peut-être bien de commencer même d'ailleurs par essayer de définir, parce que dans nos discussions, d'ailleurs, petit clin d'œil à ta fille qui te reproche de trop souvent dire c'est un chef-d'œuvre. Trop souvent. C'est pas faux. Mais il n'y a pas que ma fille qui me reproche ça. Oui, moi aussi, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, dès que t'aimes bien un film, c'est un chef-d'œuvre. C'est vrai que j'ai C'est que t'es souvent bon- tendance t'es à bon employer ce public. terme. Et vaut mieux être mal comme- à propos. Vaut mieux être comme toi que ceux qui ne sont jamais contents. Mais Alors Quand qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre voilà, quand finalement est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là? Pour toi. Alors, je commence? Allez, vas-y, je t'en prie. Oh bah c'est gentil. Pour moi, ce qui définit un chef-d'œuvre littéraire, d'ailleurs on parlera est-ce que ça peut donner un chef-d'œuvre cinématographique, mais de manière générale, une œuvre d'art dont on peut dire que c'est un chef-d'œuvre, le sens premier c'est la meilleure œuvre de l'œuvre d'un artiste. Donc par exemple, le chef-d'œuvre de Hugo, c'est Notre-Dame de Paris, ou d'autres pensent que c'est Misérable. Le chef-d'œuvre de Balzac, c'est Le Père Goriot, etc., etc. La meilleure œuvre de l'ensemble de l'œuvre de l'artiste. Reconnu Mais- par un succès critique. Et alors, à un niveau qui est plus historique et temporel, parce qu'à mon avis, c'est ça le critère principal. Ce qui définit un chef-d'œuvre, c'est qu'il va passer les modes et les époques, et c'est sa pérennité. Pour moi, c'est ça qui fait qu'on peut appeler une œuvre un chef-d'œuvre, c'est que... Donc c'est ce qui me fait dire qu'un artiste a pu en faire plusieurs, des chefs-d'œuvre, c'est qu'il va durer dans le temps. 100 ans, 200 ans, 500 ans. Tu prends Homère, avec un E, on est à plus de 2000 ans, 2500, bon voilà. D'accord. Ok. Une œuvre qui continue à parler aux gens. Donc Malgré- alors, la limite de temps, tu la mettrais où, toi, alors, pour Bon, définir c'est un chef-d'œuvre compliqué, et puis tu vas me demander si Camus, ça y est, c'est des chefs-d'œuvre. Par exemple. Faut pas jouer sur ça. Mais c'est toujours difficile, d'ailleurs, les films qui sortent, ou les œuvres qui sortent, de déterminer si c'est vrai. On peut avoir un sentiment de quelque chose de très important, mais le meilleur critique d'art, c'est le temps. C'est lui qui vient Certes. montrer la richesse ou, au contraire, pas la pauvreté, mais on va pas dire toutes les œuvres qui sont pas des chefs-d'œuvre sont nulles, on va pas dire ça. Mais simplement, il y a effectivement des grandes œuvres qui perdurent. Et en cinéma, vu que c'est un art jeune quand même, on voit les films qui vieillissent. Alors, donc, on voit bien. Ah, oui, c'est sûr. Il y a des c'est films- sûr. voilà. Donc moi, c'est ma définition. Et ceux qui vieillissent pas. C'est F 2001. Donc, Donc, c'est selon ma toi, définition du il pourrait y avoir des chefs-d'œuvre récents, mais qu'on ne définira pas encore comme des chefs-d'œuvre parce que... Mais qu'il serait imprudent de... Certes, parce qu'il n'y a pas assez de temps... Pas assez de recul, oui. Pas assez de recul. Ok, intéressant. Et alors pour toi? Chez moi, il y a d'abord une dimension subjective au chef-d'œuvre. C'est pour ça que j'ai tendance à employer ce terme un peu à la va-vite. Donc il y a à la fois une dimension subjective et en même temps une question de reconnaissance du public. C'est pour ça que, selon moi, un chef-d'œuvre, s'il y a une reconnaissance critique unanime, je pense qu'on peut parler quand même de chef-d'œuvre. Oui, mais ça va être la critique que de notre temps. Oui. Et elle peut se planter. Elle peut, ouais. Elle s'est plantée parfois. Oui, oui, sans doute, sans doute. Donc le fait que plusieurs critiques peuvent se continuer à trouver les pièces de Shakespeare intéressantes fait que ça leur donne une certaine valeur intemporelle. Oui, c'est vrai. Donc toi, tu reconnais une dimension subjective au chef-d'œuvre. Cite-moi des œuvres de cinéma ou littérature qui, pour toi, pourraient être qualifiées de chef-d'œuvre.
Donc des œuvres qui sont reconnues comme des chefs-d'œuvre. Oui, ou que toi, tu as envie d'appeler comme ça. Que moi j'ai envie d'appeler comme ça. Obligé Moi, d'être, alors, je pense qu'il y a un certain nombre d'œuvres qui ont une puissance évocatrice telle, ou une puissance de réalisation telle, que le chef-d'œuvre, on le sent, on le décèle. On n'a pas besoin d'avoir le témoin du temps pour déterminer le fait que ce sont des chefs-d'œuvre. Les critiques n'étaient pas d'accord là-dessus. Mais sur Blade Runner 2049, par exemple, je pense que c'est une œuvre qui a toutes les billes pour être considérée comme un chef-d'œuvre. Qui est faite pour faire croire ça, à mon avis. On verra. Tu me dirais, les films de Tarkovsky, dont il s'inspire d'ailleurs dans Blade Runner 2049, un peu. Oui, c'est vrai. T'as l'impression que c'est formaté pour être ça. Est-ce que, voilà, c'est pour ça que quand je sais pas, je dis, le temps tranchera. Et c'est pour ça que j'avais un prof de fac qui disait, ne lisez jamais un livre qui a moins de 20 ans. Ouais. Comme ça, vous lirez des bouquins bien toute votre vie. Ouais, mais vous. Comme ça, il ne restera que les bons trucs. On pourrait y ajouter, vous pourrez passer à côté de choses. Moins bien. Non, il peut y avoir des choses aujourd'hui qui sont très choses. bien et ça peut être intéressant de les découvrir en plus quand elles sortent. Mais on est peut-être trop dans nos... D'ailleurs, la plupart des gens ont une relation à l'art qui n'est faite que des goûts et des sensibilités et de l'air du temps. Que ça. Ouais, et dès qu'on les en sort, on montre un film en noir et blanc à un ado. Un film en noir et blanc, la préhistoire. Et voilà, dès qu'on va sortir des codes ultra actuels ou... Il faut pas être dans l'excès inverse non plus. Mais parce qu'on est habitué. C'est vrai que c'est plus difficile de s'intéresser à un peintre de la Renaissance qu'il y ait une initiation qui peut être nécessaire qu'à effectivement aux formes d'art qu'on a en ce moment. Oui. Alors, tout ça, c'était une introduction longue et fastidieuse. Oui, mais c'était important de définir le concept. La notion de chef-d'œuvre. Est-ce un concept ou une notion ? Non, enfin, c'est une sorte, pas d'évaluation, mais c'est une sorte de reconnaissance suprême qui se fait d'elle-même parce que personne n'oblige tous les dramaturges du monde entier. Je prends des exemples académiques, mais académique, c'est pas toujours quelque chose qui est pas bien. Pourquoi autant tous les ans des metteurs en scène reprennent les pièces de Shakespeare ? C'est parce que les pièces de Shakespeare leur parlent. Ils y trouvent du matériau, et ce qui fait une grande œuvre, c'est qu'on a envie de la lire, de la relire. On lit toujours Don Quichotte, on est toujours intéressé par l'histoire d'Ulysse, etc. etc. Donc là, est-ce qu'on ne va parler que de ces œuvres-là, en fait, selon toi ? Donc, on peut parler des adaptations littéraires, mais souvent, pour arriver à ce dont on veut parler, souvent des réalisateurs de cinéma, justement par admiration pour des modèles littéraires, décident de prendre une grande œuvre et de l'adapter. Donc, un chef-d'œuvre, et d'en faire un film. Alors, selon toi, du coup, si on part de ce principe-là, moi j'ai l'intention de parler de Tolkien et du Seigneur des Anneaux, et par extension de Peter Jackson. Est-ce que pour toi c'est un exemple cohérent, pertinent ? C'est nous qui choisissons notre corpus, mais je trouve ça très intéressant que tu parles de ce cas-là, parce que sur l'aspect littéraire, je crois que c'est plutôt l'univers qu'il a créé plutôt que le récit du Hobbit et des Seigneurs des Anneaux qui va rester. Je suis absolument pas d'accord. Je crois qu'il y a un travail de... C'est assez classique finalement sa mise en récit. Mais par contre, il a créé des chansons, tout un univers qu'il a repris des racines celtiques, bretonnes, etc. Il a eu sa propre originalité. Il a fait des elfes grands et blonds, alors que les elfes sont plutôt des... Je crois que c'est des petits... pour moi, effectivement, chef-d'œuvre littéraire, je sais pas, mais en tout cas, une grande œuvre littéraire, enfin, les universitaires reconnaissent vraiment un travail immense, et donc son petit-fils a passé sa vie même à continuer à publier d'autres écrits de Tolkien autour du Silmarillion, des contes et légendes inachevées, etc. Donc c'est une œuvre monumentale, ça c'est sûr. Et Peter Jackson, moi je pense que les films sont pas très bons, même si j'ai passé un bon moment, mais je trouve qu'ils sont pas très bons. Et j'étais content de lire que le petit-fils de Tolkien avait carrément, alors ça va être beaucoup plus violent, parce que moi je dis juste c'est pas très bon, je préfère le livre, c'est tout. Mais le petit-fils de Tolkien a dit, Peter Jackson a éviscéré l'œuvre de mon grand-père, qui est un univers à part entière, pour en faire un film d'action pour les 15-25 ans popcorn. Il a dit un truc comme ça. Ouais, alors, il y a un article du Monde que je pourrais mettre dans les... Oui, alors après on pourrait... Et je suis d'accord avec ça. On pourrait discuter assez longtemps de ça, parce que le petit-fils de Tolkien étant le petit-fils de Tolkien, on peut imaginer qu'il y mette un certain affect. Oui, mais là j'ai dit que j'étais d'accord avec lui. J'aurais pu ne pas être d'accord avec lui. Moi je suis pas d'accord avec ça, dans le sens où... Si on regarde les choses un peu objectivement, donc alors sur la qualité littéraire du Seigneur des Anneaux et le fait qu'il y ait des chansons, c'est pas des chansons, entre autres, mais pour moi il y a dans sa manière d'écrire justement bien plus qu'une écriture classique. Je pense que il y avait une vraie originalité déjà à l'époque, puisque je rappelle que c'est sorti dans les années 50 et que ça a été écrit, ça a commencé à être écrit dans les années 20. Des écrits dans cet univers-là, il y en a depuis le Moyen-Âge. Formellement, c'est extrêmement original. Même le type de narration finalement assez lent, très poétique justement, où il y a un côté très contemplatif,
on retrouve à l'époque pas ça partout, quoi. Tu parles du livre ou du film, là? Là, je parle spécifiquement du livre. Alors sur le livre, d'accord, il y a des... Oui. Alors, moi, ce que je trouvais original, c'était l'idée que c'était une quête à l'envers, mais une quête quand même, il ne faut pas trouver un objet précieux comme le Graal, mais il faut détruire un objet redoutable. Ouais. Ça, je trouvais ça original. Mais c'est la structure classique de la quête et de... Moi, je parle pas du fond, hein, je parle vraiment de la forme, là, pour le coup. Et alors sur la forme, moi, je pense que les livres sont assez clairs. Mais c'est quand même, je dis, une grande œuvre. Et c'est surtout par rapport à son adaptation. C'est de son adaptation dont on veut parler. Ça, c'est une première chose. Tu trouves pas que le livre était plus mystérieux, plus d'aventure, une ambiance que le film, c'est uniquement des scènes d'action? Alors, non, je suis pas d'accord avec le fait de dire que ce sont uniquement des scènes d'action. Pas uniquement. Il y a des scènes d'action. Alors après, voilà, il faut remettre les choses à leur place. La littérature et l'art filmique, ce sont deux formes d'art qui sont différentes, qui ont parfois quelques codes en commun, mais qui ont énormément d'autres codes qui sont différents. Et de fait, on est sur une adaptation au cinéma, donc une adaptation très visuelle, alors que l'œuvre de Tolkien est une œuvre textuelle, finalement, mais vraiment textuelle. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui écrivent de manière cinématographique. C'est absolument pas le cas de Tolkien. Il y a des passages qui traînent énormément en longueur. C'est pas adaptable en l'état. Dans une adaptation cinématographique d'une œuvre comme ça, surtout étant donné le foisonnement que représente l'univers, selon moi, on est obligé de cibler un certain nombre de choses. Et effectivement, il y a des scènes d'action, mais il y a aussi des scènes d'action dans le bouquin. Simplement... Il n'y en a pas autant. Non, il n'y en a pas autant. Il y a une majeure qui a été mise là-dessus et qui, à mon avis, effectivement, éloigne de l'esprit original. Après, est-ce que c'est pour autant un mauvais film? Je suis pas d'accord. Quelle pitié que Bilbon ne l'ait pas tué quand il en a eu l'occasion. De la pitié? Mais c'est la pitié qui a retenu la main de votre oncle. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort, et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous leur rendre, Frodon? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement. Même les grands sages ne peuvent connaître toutes les fins. Mon cœur me dit que Gollum a encore un rôle à jouer, en bien ou en mal, avant que cette histoire ne se termine. De la pitié de Bilbon peut dépendre le sort de beaucoup. C'est ça la question. Est-ce que quand une œuvre est vraiment importante, très riche, littéraire, est-ce que l'idée d'en faire un film, parce que c'est ça notre... Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on peut faire un film aussi grand? Et moi, je vais juste dire au global ce qui en ressort. Après, j'attends que des contre-exemples. Hein. C'est que la plupart du temps, ça donne un film pas terrible, moins bien. Et donc, il y a des contre-exemples. Mort à Venise, l'Évangile selon Matthieu de Pasolini. En cherchant, on peut trouver d'œuvres de premier rang au cinéma qui sont tirées. Pasolini a fait un autre, le Décaméron, je crois, je sais plus, qui est très bon niveau aussi. Certaines adaptations de Wells, le procès par exemple de Wells, il est vraiment extraordinaire. Et justement parce que c'est un film d'Orson Welles, tiré du roman de Kafka. Devant la loi se tient un garde. Un homme vient de loin qui voudrait accéder à la loi. Mais le garde ne peut le laisser entrer. Peut-il espérer être admis plus tard? C'est possible, dit le garde. Par le portail ouvert, l'homme essaie de voir. Ne lui a-t-on pas appris que la loi était accessible à tous? Ne tente pas d'entrer sans ma permission, dit le garde. Je suis très puissant. Et pourtant, je ne suis que le dernier d'entre les gardes. De salle en salle, de portail en portail, chaque garde est plus puissant que le précédent. Avec la permission du garde, l'homme s'assied près du portail. Et là, il attend. Pendant des années, il attend. Petit à petit, il se sépare de tout ce qu'il possède dans l'espoir de soudoyer le garde qui, à chaque offrande, ne manque pas de lui dire « Je n'accepte que pour que tu puisses être certain d'avoir tout tenté ». À force d'épier sans cesse le garde, au cours des longues années d'attente, l'homme finit par connaître jusqu'aux puces de son col de fourrure. Avec l'âge, il retombe en enfance et il supplie ses puces d'intercéder auprès du garde pour qu'il le laisse entrer. Dans les ténèbres, car sa vue a baissé, il discerne une radieuse lumière filtrant à travers les portes de la loi. Et maintenant, au seuil de la mort, tout pour lui se résume en une dernière question. Il fait signe au garde. « Tu es insatiable, dit celui-ci. Que veux-tu encore ?» Et l'homme de dire, « Signe comme il est écrit,
chacun s'efforce d'atteindre la loi, comment se fait-il que nul autre ne se soit présenté ici au cours de toutes ces années? Et puisque l'homme entend à peine, le garde lui rugit dans l'oreille, parce que nul autre que toi n'aurait jamais été admis, parce que nul autre n'aurait pu franchir ce portail. Il n'était destiné qu'à toi. Maintenant, je vais le fermer. Cette histoire est contée dans un roman intitulé Le procès. Ce qu'elle signifie, ce qu'elle semble signifier. Il n'y a ni mystère, ni énigme à résoudre. On pourrait dire que la logique de cette histoire est la logique d'un rêve ou d'un cauchemar. Mais pour moi, la plupart du temps, les adaptations sont moins bien. Et l'exemple que j'ai à donner le mieux là-dessus, c'est Madame Bovary, qui est très fidèle, justement peut-être trop, et qui donne un téléfilm assez plat, à partir d'une œuvre qui est beaucoup plus riche. En fait, c'est un peu un élément de langage de dire ça, mais c'est une fausse bonne idée. Parce qu'on pense que l'œuvre première va rayonner, mais si elle a déjà atteint son point abouti artistiquement, l'idée de la refaire sur un autre support, à mon avis, dès le départ, c'est plié que ça va pas être terrible. En fait, il y a deux choses. Soit on reste purement sur la retranscription linéaire et factuelle du texte, où là, ça n'a absolument aucun intérêt. Et effectivement, comme on ne parle pas le même langage en littérature et en cinéma, forcément... Bah oui, tu la donnes la raison, là, en plus. Oui. Et souvent, les adaptations sont tellement tétanisées devant le modèle extraordinaire qu'ils en font une version digest, quoi, ou light, ou moins bien. Ouais, c'est ça. Donc, soit on a cette manière de faire là, qui va donner, effectivement, oui, comme tu le dis, une œuvre... sans saveur, soit on va faire vraiment une adaptation pour le coup. Et on va employer un langage cinématographique différent pour prendre la sève du bouquin et la transposer. Et on aura une œuvre différente, mais qui gardera l'esprit du livre. Alors c'est ça effectivement, l'esprit plutôt que la lettre en fait. Dans une bonne adaptation, c'est ça. C'est pas en prenant les mêmes chapitres et en les filmant, il faut qu'il y ait un travail d'adaptation sur un autre support. Mais moi, je dis juste que l'idée de vouloir décrocher un tableau extraordinaire, moi, je trouve que c'est vaut mieux laisser comme ça et aller sur des terrains plus originaux. Mais c'est pas une prescription. Mais simplement, dès le départ, on se met la barre super haut et en plus, on a envie de dire l'original est mieux que cette copie. On est vraiment, pour le coup, dans cette tous les téléfilms de José Dayan, pour ne citer qu'elle, qui reprennent l'histoire. Alors, c'est du théâtre filmé avec des acteurs qui s'habillent comme dans Les Misérables. Oui, Alors, est-ce qu'on peut parler de l'adaptation, parce que ça va pouvoir mettre en jeu un peu nos désaccords, des Misérables, toi que t'as bien aimé, depuis Broadway, là, tu sais, ils ont fait une... Tu parles de l'adaptation avec Hugh Jackman, voilà. de la comédie musicale Les Misérables. Oui, alors c'est une adaptation d'adaptation. Toi, tu penses que c'est une bonne adaptation? Alors, oui, toute la question est de savoir si là, on adapte Les Misérables de Victor Hugo ou si on adapte la comédie musicale de Schoenberg et Boublil. Oui, mais qui appelle Les Misérables avec les mêmes noms de personnages, la même histoire. Oui. Pour un peu te titiller, que c'est un petit peu polémique, on peut faire une comédie musicale avec Les Misérables. Alors moi, je suis un grand fan de la comédie musicale Les Misérables, déjà à la base. Je suis un grand fan de comédie musicale. D'accord, mais c'est comme si je te demandais, on va faire... faut que je trouve un bon exemple. On va faire une tragédie avec Tintin. T'as pas l'impression... Pourquoi pas ? On pourrait faire une tragédie. Non, mais c'est pas si on a le droit. Mais et tu trouves pas que Les Misérables, on aura mieux fait confier ça à Ken Loach que à des stars glamour qui chantent maquillées comme s'ils étaient pauvres. Je vois des stars hollywoodiennes qui poussent leur voix. Et pour moi, on est loin, en fait. On est loin de l'état d'esprit de l'œuvre des Misérables. On n'est absolument pas sur une adaptation des Misérables de Victor Hugo. Mais oui, mais si, parce que tu joues sur les trucs. Non, je suis absolument pas d'accord. Ça s'appelle Les Misérables. Oui, ça s'appelle Les Misérables. Et pourquoi on ferait pas une comédie musicale J'ai pas posé la question en termes de c'est interdit, mais c'est pas ça. Mais c'est est-ce qu'il peut pas y avoir des adaptations qui... On avait un peu le même débat avec les séries. Faire une suite, dès le départ, c'est une idée qui rend difficile les choses parce que
on va vouloir le même et quelque chose de différent. Mais si on part de ce Prendre une principe-là, on grande- n'adapte plus rien. Je veux dire, Alors, oui. Je dis pas qu'il faut pas. On fait pas une bande dessinée à partir d'un livre, on fait pas une bande dessinée à partir d'un film, Non, l'exemple on que- fait pas un jeu vidéo C'est à pas ça. partir d'un film. Non, mais c'est pas si. ça. J'ai pas dit que ça pouvait pas croiser entre les différents supports artistiques. J'ai pas dit ça. Mais j'ai Moi, dit je pense que là, carrément, on parle de genre. Je dis différent. que la comédie musicale, alors à ce moment-là, ce serait facile de m'objecter West Side Story, moi que j'aime Ben, bien. voilà, par exemple. Mais pour moi, la comédie musicale se prête mal au traitement d'une œuvre comme celle des Misérables. C'est pas la même ambiance, quoi. Parce que c'est un sujet qui n'est pas, à mon avis, c'est pas une super idée de le traiter de cette manière-là. C'est pas adapté. Parce que tu associes la comédie musicale à quelque chose de joyeux, forcément joyeux. Bah oui. On n'est pas. Bah oui, sauf que, enfin, sincèrement. Comédie. Il n'y a pas des tragédies la musicales. co- alors, la- Enfin, si, il y a des chœurs qui peuvent... Non, mais c'est pas... Là, on parle de la comédie. Alors, je pense qu'il faut bien faire la différence entre la comédie musicale qu'on a en France, nous, qu'on appelle comédie musicale à tort, qui est née des opéras rock type Starmania, qui sont très bien, mais on parle pas de la même chose en fait. Là, on est plutôt sur une adaptation pop. Bah oui, mais c'est pas bizarre de... Alors, sauf que là, sur la comédie musicale de Broadway, puisqu'il s'agit de ça, on est sur un dérivé de l'opérette. Donc, quelque chose de complètement différent. On est plus proche même de l'opéra. Et je suis désolé, dans l'opéra, on peut très bien adapter des choses. Bien sûr. Il y a eu même des adaptations d'œuvres littéraires à l'opéra, y compris d'œuvres littéraires sombres, sans que ça dénature l'œuvre. Roméo et Juliette, par exemple. Tu parles du film, là ? Non, moi je te parle de Il est baroque, mais sombre, il est opéra. bien adapté, je trouve. Je trouve que c'est une adaptation intéressante, celle Roméo plus Juliette avec Caprio, là. Et ouais, mais pourtant c'est. de la Alors qu'il a comédie pris du musicale. matériau moderne. Baz- Alors, moi, je Baz dis pas Luhrmann qu'une a fait- adaptation ne est forcément pas réussie. Alors, pour moi, ce qui fait des adaptations plus intéressantes, c'est souvent quand des réalisateurs, plutôt que de s'attaquer à Don Quichotte, on en connaît un qui a essayé, qui a fini par réussir, plutôt que de s'attaquer à des monuments comme ça. Par contre, on voit souvent des réalisateurs s'inspirer soit d'une œuvre secondaire, soit d'une œuvre, donc par exemple tous les comme Kubrick qui part d'une nouvelle, ou demander, comme faisait René, à des écrivains d'écrire un scénario, mais original, mais il demandait à un écrivain. Partir d'une œuvre un petit peu moins connue, et là en fait ça laisse une liberté, parce que tout le monde connaît Don Juan, tout le monde connaît les personnages et on va sur un terrain déjà qui a déjà été ultra pratiqué. Mais pourquoi pas ? Je dis pas qu'il faut pas. Mais ce qui arrive souvent, c'est d'avoir du coup des chefs-d'œuvre cinématographiques qui se sont inspirés d'une œuvre littéraire mais moins connue. Ok. Et ça, il y a pas mal d'exemples. Et si j'analyse ça, c'est qu'à mon avis, à ce moment-là, le réalisateur a plus de latitude et plus d'originalité. Il part de quelque chose. D'ailleurs, on voit souvent la mention librement adapté de, ou un palimpseste de, comme dans Le Nom de la Rose. Quand nous nous quittâmes, il me fit don de ses lunettes. J'étais encore jeune, me dit-il, mais un jour, elles me rendraient service. Et en vérité, je les ai sur le nez, alors que j'ai écrit ces lignes. Puis, il m'étreignit fortement avec la tendresse d'un père et me donna congé. Je ne le revis jamais, et je ne sais pas ce qu'il advint de lui, mais toujours, je prie que Dieu ait accueilli son âme et lui ait pardonné les nombreux actes d'orgueil que sa fierté intellectuelle lui avait fait commettre. Cependant, à présent que je suis devenu vieux, très vieux, je dois confesser que de tous les visages du passé, celui que je revois le plus distinctement est celui de cette fille à laquelle je n'ai jamais cessé de rêver pendant toutes ces longues années. Elle fut le seul amour terrestre de ma vie. Et pourtant, je ne savais, et jamais je ne sus son nom. Voir prendre un extrait. Bresson dans Les Dames du Bois de Boulogne, c'est un extrait de Jacques le Fataliste. Ouais, mais c'est vrai. Ou alors changer, ça peut faire aussi une bonne adaptation, puisque je parle de Madame Bovary. Il y en a une autre adaptation que celle de Chabrol, qui est de Manuel de Oliveira, qui s'appelle Le Val Abraham. Ça se passe à une autre époque. L'histoire n'est pas tout à fait la même, mais l'esprit du bovarisme, c'est-à-dire toujours rêver d'une vie qu'on n'a pas, et créer des problèmes autour de soi à cause de ça, il est bien mieux retranscrit, alors que le réalisateur s'est éloigné de l'œuvre. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, mais pour en revenir à la comédie musicale, c'est pour moi une manière de changer de médium finalement, mais pour retranscrire les émotions. Tu préfères, mais ce qui me brûle, la musique, pour moi, est une manière de retranscrire les émotions aussi forte que, mais différente, mais aussi forte que la littérature. Donc je vois pas pourquoi. Par exemple, quand tu regardes l'interprétation d'Anne Hathaway dans Les Misérables, sa manière d'interpréter
je l'ai vu ce passage, la je chanson. trouve quand même. Alors, il y en a plus qu'un, mais sa manière d'interpréter la chanson avec une. C'est guimauve, après, hein. Selon toi, mais après Mais bien fait, mais guimauve quand même. Non, je suis pas d'accord Mais avec ça. la Guimauve, question- pourquoi ? Enfin, en quoi c'est guimauve ? Débordant de bons sentiments. Bah non. But the tigers come at night with their voices soft as thunder as they tear your hope apart, as they turn your dream to shame. Please let the summer by my side. He filled my days with endless wonder. He took my childhood in his stride, but he was gone when autumn came. And still I dream he'll come to me, that we will live the years together. That cannot be, and there are storms we cannot weather. I had a dream my life would be so different from this hell I'm living, so different now from what it seems. Life has killed the dream. I La question qui me brûle à de te poser quand tu défends comme ça c'est de te dire, mais est-ce que tu préfères pas l'original ? Mais ça n'a rien à voir. T'as pas envie plutôt... Bah si, on est en Je plein ne là-dedans. préfère ni l'un ni l'autre, c'est deux choses les gens complètement différentes. Et d'ailleurs, on peut pas soutenir la thèse qu'on fait autre chose en cinéma et dire que moi je préfère lire le livre. Non, parce que justement, c'est parce qu'on À est partir du moment où on fait autre chose, non, moi, ce que je c'est critique, une œuvre différente. C'est le fait de se mettre dans les parages d'une grande œuvre et en fait d'en faire une illustration plate, alors que peut-être la même équipe ou le même aurait pu juste prendre un extrait ou faire un scénario original et ça donne un résultat qui souvent est décevant. Ah, mais en fait, pour moi, il y a pas débat. C'est l'un ou l'autre. C'est peut pas être l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. En fait, oui, finalement. mais quand on considère que l'autre est pas bon et qu'on essaie de l'analyser, est-ce que c'est pas le fait d'avoir voulu adapter un truc trop dur ? Mais moi, je considère pas que l'autre est pas bon. Donc on est d'accord, par contre, sur quelque chose, même si tu penses qu'on peut faire Racine version Paul Naref, qu'il faut qu'il y ait un travail d'adaptation. Ah bah oui, complètement. Que c'est pas juste en prenant le bouquin, en refaisant les mêmes trucs avec des acteurs qui jouent, qu'il faut qu'il y ait un travail d'adaptation cinématographique dans la réalisation et même dans le scénario. Bah complètement. Voilà. Si on prend l'adaptation, pas si récente que ça d'ailleurs, des années 90, Oui. de Des souris et des hommes de Steinbeck par Gary Sinise avec John Malkovich. Tu dis Greg Sinise. Gary Sinise, ouais, c'est pas comme ça qu'on dit. Bah, je dis Sinise, moi, comme si... Ou Sinise, avec mon accent Sinise. du Poitou-Charentes. Il faudrait, je sais pas. Donc, moi c'était très troublant quand je l'ai vu ce film parce que... Oui. Le film est bien, hein. En fait, alors le livre en lui-même, moi c'est un de mes livres préférés. Tu l'avais lu avant ? Ah oui, bien sûr. Alors ça va être très intéressant. Parce que... Et lorsque j'ai vu ce film, c'était très troublant parce que j'ai revu plan par plan, alors c'est peut-être parce que Steinbeck a une manière d'écrire très cinématographique. Peut-être. J'ai revu plan par plan ce que j'avais lu, ce que j'avais imaginé, mais c'était tellement troublant que je revoyais, mais vraiment même les ambiances de scène, etc. Donc on a une version finalement sans surprise, qui fait que à la fin, là où moi en refermant le livre, j'étais en pleurs,
Mais arrête de lorsque- pleurer. Donc, à part avoir cette surprise de me dire, ah bah c'est incroyable, c'est la retranscription exacte de ce que j'ai vu en le lisant, la fin ne m'a rien fait. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment une adaptation, on peut dire plan par plan, du livre, donc de manière très très linéaire. Donc je pense que c'est l'exemple parfait, ça. C'est un très bon exemple, et moi en plus. Et alors, donc, du coup, tu penses à mon film. Mais je suis très partagé en fait, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi penser de ce film, parce que oui, c'est un bon film académiquement parlant, on va dire, mais est-ce une bonne adaptation ça des que ça Souris et des donne. Hommes ? Je ne sais pas. C'est souvent ça que ça donne. J'aurais pas donné l'impression de penser que toutes ces adaptations de belles œuvres, en plus, ça peut les transmettre. Donc, je veux pas critiquer. Rien que de fait de refaire une adaptation, une énième adaptation de Don Quichotte, c'est bien parce que ça transmet, donc pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, souvent le résultat peut être moins bien, mais c'est pas ça le problème. C'est bien que ça existe. Moi, sur des Souris et des Hommes, j'ai l'expérience inverse de toi, donc c'est très intéressant. Ah oui ? J'ai vu d'abord le film. D'accord. J'ai pas lu le livre. Donc ce film-là, parce qu'il y a plusieurs... Celui avec celui Gary Sinise Gary et James Sinise. Malkovich. Ouais, yeah. Malkovich. Yeah. Qui fait des fringues maintenant, il paraît. Je crois qu'il a une gamme de... On s'en fout. ça n'a Intéressant. aucun rapport. Oui, j'ai d'abord vu le film, et j'en ai un très bon souvenir de cinéma, franchement. Ah oui. Une ambiance typiquement que j'allais découvrir après, parce que j'ai vu le film, je vais être ado. L'ambiance des romans de l'Amérique du Sud, où c'est des trucs terribles qui arrivent dans une ambiance de chaleur, tu vois, avec les vieux noirs qui fument leur pipe, le monde très dur de la terre, etc. Donc j'ai un très bon souvenir de ce film. Et c'est Je précisément... me rappelle d'ailleurs l'affiche qui était jaune, Oui. et cette ambiance de Tout à lumière fait. qu'il y a dans tout le film. Tout à fait, effectivement. Et c'est cette même ambiance qu'on retrouve dans le livre. Et alors moi j'ai lu le livre après. Ouais. J'ai lu le livre après. Et t'en as pensé quoi ? Alors ça n'a pas disqualifié le film du tout. Ouais. Et alors sur ça je vais embrayer rapidement. Le livre est beaucoup plus fort. Ah mais je suis d'accord avec Beaucoup ça. plus fort. Oui, oui. Et où j'ai un argument à ma thèse, c'est que même des gens qui sont pas des gros lecteurs, comme des adolescents qui sont pas fans de leurs cours de français, etc., mais qui lisent un petit peu les Harry Potter, les Labyrinthe, que sais-je, je cherche, le Seigneur des Anneaux. Tous les romans ados. Même eux, en fait, qui sont pas des lecteurs exigeants, etc., voire même qui n'aiment pas la culture classique, etc., à chaque fois me disent, dans les cours que Le livre est mieux. je donne, le livre est mieux. Mm. Et même quand ils l'ont lu après. Donc, j'ai un peu envie de dire, le livre, c'est les images que tu as envie, toi, d'avoir. Et tu te fais ton film. Ça demande un petit peu plus d'effort que de s'asseoir. Alors, je critique pas le fait de regarder des films dans un podcast sur les films, mais il y a quand même, d'un point de vue de l'imaginaire, quelque chose qui est plus fort dans un livre, parce que c'est un peu envie de dire, c'est ton film que tu fais. À la différence d'un réalisateur qui peut avoir bon goût et te donner les images que tu te faisais un petit peu. Moi, Le Seigneur des Anneaux, donc j'avais lu le livre avant. Donc, alors, par contre, que j'ai préféré 200 fois au film, ça y a pas, parce qu'il y a ce mystère qu'il n'y a plus dans le film. Tel acteur, je le trouve hyper bien casté. On m'aurait demandé Aragorn, tu l'imagines comment ? Aragorn, j'aurais imaginé exactement comme ça. Par contre, plein d'autres acteurs, la barbe ratée de Gandalf, ça va pas. Le nain mal maquillé, ça va pas. Frodon, il a un truc un peu un genre... je veux pas faire de la critique, on a dit qu'on faisait pas ça, mais en tout cas, par rapport au livre, ça froissait un peu l'image que je m'étais faite. Et c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure. C'était pas faut-il ou a-t-on le droit ? Mais c'est... Si on te dit c'est des émotions qui sont plus fortes dans le livre que dans le film, pourquoi est-ce que tu préfères pas le livre ? Et limite après, pourquoi s'emmerder à voir les adaptations, et alors qu'on peut aller directement à l'original s'il est mieux. Mais précisément pour la notion d'adaptation. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on vient de le dire, si l'adaptation Là, entre c'est plus guillemets, des n'est pas vraiment une illustrations. adaptation, mais est plus voilà, une retranscription linéaire, comme on l'a dit, C'est ça. Hein. ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si on utilise d'autres médiums, si on le fait différemment, même si on s'en inspire pour faire autre chose, là, on a une véritable adaptation et on peut avoir quelque chose qui, même, va transcender l'original. Je ne dis pas que la comédie musicale Les Misérables, pour revenir là-dessus, transcende l'original, mais on a autre chose. C'est sûr. Parce que c'est une comédie musicale. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de comparaison à faire dans ces cas-là. On a une nouvelle œuvre créée à partir d'une œuvre originale. Oui, mais je te répète que je cherche pas à leur mettre des notes. Et mais alors, la question, est-ce une bonne idée d'adapter un chef-d'œuvre littéraire ? La réponse, pour moi, est oui. Ce cas-là. Et pour moi, et non. Pourquoi ? Si on part de ce principe-là. Pour moi, si c'est un chef-d'œuvre, l'œuvre elle est aboutie. On n'y touche plus. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas le droit, ou parce qu'il faut la mettre dans un musée qui ne touche plus. C'est que elle se suffit à elle-même. Et l'artiste l'a amené à son point le meilleur. Bon. Qu'un autre artiste veuille reprendre derrière, très bien. Déjà, ça la transmet, donc je dis pas que c'est pas bien. Et je dis juste que je serais plus intéressé par quelqu'un, soit qui, comme tu dis, qui va essayer d'en retrouver plutôt l'esprit que la lettre, quitte même à changer le titre, etc. Et je préfère que des bons, voire des très bons réalisateurs
se donne une certaine latitude et liberté en prenant des œuvres qui sont moins stressantes au départ. Genre, tu t'attaques à Gavroche, ou... Alors, Les Trois Mousquetaires, est-ce que c'est une grande œuvre littéraire ? Je sais pas. C'est intéressant le cas des Sherlock Holmes, parce que de l'avis de Conan Doyle lui-même, c'est pas de la grande littérature. Il avait même voulu arrêter. Je pense qu'on peut dire la même chose pour Dumas. Hein. Oui, Dumas, c'est un peu le... Voilà. Ouais. Donc, du coup, puisqu'on parle de ça, c'est le héros littéraire le plus repris au cinéma. Oui, c'est vrai. Il y a un très bon... Je renvoie vers une très bonne émission de Jean-Léal Jalnay, dans Concordance des temps, sur l'actualité de Sherlock Holmes. Je crois qu'il y en a... Oh, je sais plus le chiffre. Il faudra écouter cette... Je mettrai un lien dans les commentaires. J'aime bien dire cette phrase. Concordance des temps, émission de France Culture. Mais Sherlock Holmes, quand on les lit, parce que moi c'est ça mon idée, c'est d'encourager les gens à faire ce petit effort, parfois si c'en est un ou pas, d'aller lire en fait, plutôt que de regarder le téléfilm de Comte de Monte Cristo, le lire quoi. Ah bah voilà, et c'est un peu la différence entre, je veux pas être méchant, entre aller au flunch et faire un restaurant gastronomique. Je compare pas la cinéma de la cuisine, mais quitte à effectivement passer 2 heures sur... Moi, là, j'ai pris cet exemple parce que je l'ai lu. En entier, il est long, mais je m'en rappelle encore. J'ai eu des émotions, mais que j'ai jamais retrouvées dans la moindre adaptation. Après, c'est une porte... C'est comme de dire aux gamins aujourd'hui, arrêtez de lire des mangas. C'est une porte d'entrée vers... Mais des mangas, c'est toi qui m'as montré qu'il y en avait de très haute qualité et très exigeants. Alors, arrêtez de lire One Piece. Je te coince sur ton propre truc. J'avais ce cliché des mangas, c'est et vrai. tu m'as donné des... on aurait dit des haïkus. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est un exemple, c'est de dire... C'est une porte d'entrée vers autre chose. C'est ça où ça peut être bien une adaptation, c'est que ça peut être une transmission. C'est ça, voilà, je disais, ouais. Absolument, ouais, tout à fait. D'accord, mais je sais pas si ça peut donner un grand film. Bah, j'ai pas beaucoup d'exemples, j'en ai cité 2 ou 3, mais j'en attends d'autres. Est-ce qu'une adaptation de chef-d'œuvre littéraire doit absolument donner un grand film pour que ça soit une bonne idée de l'avoir adapté ? Non, mais le truc que j'ai en tête, c'est je me dis, le même réalisateur, avec les mêmes moyens, avec la même production. Alors peut-être il se ferait pas produire si c'est pas une adaptation de... Justement, c'est peut-être ça qui fait passer le scénario. Mais laisse de côté un peu de son énergie créative, dans le sens où il va être un petit peu trop soumis à son modèle, en fait, en quelque sorte. Et ça doit être tellement intimidant, même pour un acteur, de lui dire... j'essaie de varier les exemples. Tu vas jouer le héros de La Recherche du temps perdu, des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est... Mais très bien de le faire, parce que je te dis, ça transmet l'œuvre, mais... Alors, est-ce que vous pensez que ce couple, finalement, cette aventure de Raoul Ruiz dans l'univers Proust, c'est une réussite? Parce que d'autres réalisateurs ont tenté l'aventure, beaucoup ont échoué. C'est-à-dire que c'est pas, je pense pas que beaucoup de réalisateurs aient échoué. Je crois que malheureusement il y a eu beaucoup d'essais, de tentatives de monter un film sur Proust, et finalement il n'y a eu il y a que Schlendorf qui a fait un film. Moi je sais parce que je suis liée au projet de Proust depuis très longtemps, et on m'avait proposé le rôle d'Albertine il y a fort longtemps, quand le film devait se faire il y a une 30aine d'années déjà. Et puis voilà, c'était Odette avec le temps qui m'a été proposé, mais c'est très difficile c'était difficile à monter, c'était difficile aussi peut-être d'avoir à la fois l'audace et une forme de courage aussi de la part de Raoul Ruiz et de Gilles Torrent qui a écrit le script, et Paolo Branco qui l'a produit. C'est quand même quelque chose qui tente tout le monde mais qui fait peur en même temps. Je préfère le système Kubrick ou Resnais. On prend des œuvres moins connues, voire des œuvres de second plan, c'est pas une critique du tout, et avec ça on a une liberté. Kubrick a fait ça tout le temps. La Sentinelle, c'est une nouvelle d'Arthur C. Clarke. D'ailleurs, il a fait travailler sur après le scénario. Barry Lyndon, c'est une adaptation d'un roman de Thackeray du 18e, qui n'est pas le roman le plus connu non plus, mais qui est un peu connu, je crois. Je ne sais plus si c'est en Angleterre ou aux États-Unis, donc j'aimerais pas, je crois que c'est en Angleterre. C'est en Angleterre, je crois. Tiens, entre parenthèses, les adaptations des Liaisons dangereuses, il y en a plein des nuls, hein. Plein. Alors, il y a celui avec Malkovich et celui qui s'appelle Les Liaisons dangereuses de Frears, ce qui est pas mal. Sex Intention, voilà. Il y a une adaptation. Il y a Valmont, mais la plupart du temps, ça fait de la peine, mauvais, quoi. Oui. Donc, si je continue les exemples de Kubrick, Shining, c'est tiré d'une Stephen King, qui n'est pas non plus Edgar Poe, mais qui a des bonnes idées. Voilà, On va se faire insulter dans les commentaires. Je vais critiquer Stephen King, et il y avait un article de Télérama, l'usine à horreur. Bon, on parle pas de ça. Non, Stephen King, cela dit en passant, a écrit un très bon bouquin sur la création. Je mettrai le lien, justement, parce qu'on est dans le sujet aussi. Il a écrit un bouquin sur la création littéraire, qui est passionnant. Ouais. Non, vraiment. Et puis qui fait référence. Orange Mécanique, c'est tiré d'un romancier qui s'appelle Anthony Burgess, qui est moins connu aussi. Enfin, alors ce serait aujourd'hui, je dirais à des réalisateurs de pas forcément aller prendre Tournier ou Le Clésio, mais d'adapter...
des œuvres moins intimidantes au départ que s'attaquer à la peste ou... Après, il faut reconnaître que il y a beaucoup de réalisateurs de grands talents qui ont fait des adaptations de monuments de la littérature et qui en ont fait de bonnes adaptations. On les oubliés. Ah je suis pas d'accord. Après on va être plutôt dans la subjectivité, donc je suis pas sûr que tu vas être d'accord avec moi. Mais Spielberg, par exemple, a fait une excellente adaptation relativement récente de La Guerre des Mondes de Wells. Alors c'est un très bon exemple parce que son adaptation elle est bonne parce que parce qu'il en a fait autre chose. Parce que justement il en a plus fait. Le roman de Wells c'était clairement de l'anticipation. Lui il en a fait un film sur la puissance un petit peu et le père qui est pas au rendez-vous, etc. Mais c'est là qu'on reconnaît le talent du réalisateur, quoi. Donc on est d'accord qu'il faut faire autre chose. Ah oui, entièrement. Un truc qui peut être abordé aussi, parce que c'est lié, c'est toutes les adaptations de pièces de théâtre très connues. Ouais, alors, film, dans ce que je connais, Cyrano. Ce que j'ai bien aimé, alors Cyrano, mais moi je trouve que Cyrano, le film est meilleur que le livre. Oui, alors on va faire hurler les puristes, mais moi je suis entièrement d'accord avec toi. Mais mais Rostand, c'est pas... Il y a des fans de Rostand qui te diront le contraire. Il y a des fans de Rostand, tu connais des fans de Rostand? Ah oui, j'en connais. Bah tu me donneras leur... parce que il n'est pas connu cet auteur, à part à cause de l'auteur de ce qu'il a fait d'autre. J'ai un très bon ami qui est auteur et qui... Non mais il est auteur. Oui, il est auteur. Et tu veux qu'on aille dans la rue demander aux gens c'est qui Rostand? Oh bah quand même, les gens connaissent le mot Rostand. Bref, cela dit, donc très bonne adaptation de Rapneau. Alors, est-ce que c'est dû à la mise en scène? Certainement. C'est dû à Depardieu, c'est le rôle mais de sa vie. Voilà, c'est grandement dû à Depardieu, qui fait une adaptation du personnage magistrale. C'est pour ça que je dis que je trouve que le film est meilleur que la pièce. C'est à cause de Depardieu. Parce que il y a une petite théorie à laquelle je crois de trouver le rôle de sa vie. D'ailleurs, Rowan Atkinson disait que chaque acteur a un personnage comique et qu'il faut qu'il le trouve, et qu'il n'y a que celui-là. Parce qu'il y a des comiques qui se sont répandus dans plein de types de comiques. Mais lui, il a trouvé Mr. Bean. Ouais. Après, je parle pas des films, mais on n'aime pas. La série en télé est quand même... Bon. Au niveau du personnage lui-même, il est très réussi. Bon. Jack Bauer avec Kiefer Sutherland, il mettra beaucoup de temps à faire autre chose que ça. Et il y a pas mal d'exemples de ce type. Et donc, je ferme la parenthèse, Depardieu, c'est le rôle de sa vie, c'est Cyrano. C'est celui qui correspond le mieux. Je dis pas que ce qu'il a fait à côté est pas bien. Très bien, tout ce qu'il a fait à côté. Enfin, à mon avis, le plus grand acteur français, si je mets entre parenthèses de Marseille. C'est le rôle de sa vie. Et là, du coup, il y a une œuvre qui est meilleure en son adaptation que le texte original. Je suis entièrement d'accord avec toi. La mise en scène de Rapneau est... certains diront qu'elle est inexistante, je suis absolument pas d'accord avec ça. Elle est très théâtralisée. Alors justement, moi je trouve qu'elle s'éloigne justement de... Il y a pour moi justement une utilisation des codes du cinéma pour se différencier du théâtre, avec énormément de scènes en extérieur, une utilisation de la musique, une utilisation des mouvements de caméra. Je pense notamment à la scène de fin de la mort de Cyrano, spoiler. Elle n'est pas passée sous une balustrade. Voilà, c'est ça. Double spoiler. Où c'est un playboy qui lui a acheté la pierre. La caméra s'élève très très légèrement pour symboliser l'âme qui oui, c'est classique ça. On a juste le bruit des feuilles dans les arbres. Alors c'est classique, mais c'est extrêmement bien fait. Et en fait, finalement, ça, adjoint à la qualité du jeu de Depardieu, fait que voilà, c'est magistral, vraiment. C'est le jeu de Depardieu. Qui est bien autour, qui est bien servi. Mais c'était le personnage pour faire le... totalement. Moi, sur le théâtre, je voudrais citer, parce que vraiment, j'ai eu des émotions sur ces films-là, quelques films de Branagh. Kenneth Branagh, dont j'aime beaucoup le travail sur le théâtre. Donc, Kenneth Branagh
avant qui tourne mal à partir de Frankenstein avec De Niro, qui est pas mal, mais qui est plus un film de studio qu'un film personnel. Voilà, et après il est parti dans ça. Ouais, c'est vrai. Mais avant, donc il avait une carrière où il a adapté des pièces de Shakespeare, c'est extraordinaire. Dont une qui s'appelle Au beau milieu de l'hiver, qui est pas vraiment, c'est sur la répétition d'une pièce de Shakespeare, mais son Henri V, beaucoup de bruit pour rien, c'est excellent. C'est génial. Ouais. Il a fait un Hamlet aussi où il a voulu mettre un peu mégalo. Alors qu'est-ce qui, selon toi, ce qui me plaît, alors c'est déjà que c'est un amour de Shakespeare qui transpire à chaque, une énergie qui est extraordinaire. Moi, ça m'a permis effectivement de voir. C'est la première fois que j'aimais bien des pièces de théâtre, parce que moi, je me fais chier au théâtre. Je trouve que c'est des gens qui parlent fort sur une estrade. J'ai envie de partir, mais c'est moi. Oui. C'est la première fois que le texte théâtral j'ai eu l'impression de le découvrir par les films de Branagh. Et en plus, souvent, il y a des mises en abîme du théâtre, comme par exemple dans Henri V, où au début, on voit celui qui présente la pièce avec les décors et qui dit « J'espère que vous allez aimer notre représentation au play », il dit, je crois, pour jouer entre film et pièce de théâtre. Oh, for a muse of fire that would ascend the brightest heaven of invention. A kingdom for a stage, princes to act, and monarchs to behold the swelling scene. Then should the warlike Harry, like himself, assume the port of Mars, and at his heels, leashed in like hounds, should famine, sword, and fire crouch for employment. But pardon, gentles all, the flat, unraised spirits that have dared on this unworthy scaffold to bring forth so great an object. Can this cockpit hold the vasty fields of France? Or may we cram within this wooden O the very casks that did affright the air at Agincourt? Oh, pardon. And let us, ciphers to this great account, on your imaginary forces work. What is your thoughts that now must deck our kings? Carry them here and there, jumping o'er times, turning the accomplishment of many years into an hourglass. For the which supply, admit me, chorus to this history. Who, prologue-like, your humble patience pray, gently to hear, kindly to judge. Our play! Mais qu'est-ce qui, dans la réalisation, fait que... Mais ça reste classique, et à mon avis, si on reprend mon truc de tout à l'heure, dans 500 ans, on ne sait plus qui est Kenneth Branagh. Mais on sait toujours qui est Shakespeare. D'ailleurs, j'ai une petite... Est-ce que c'est hors sujet ? Un tout petit poil. J'ai un esprit d'escalier avec un truc qui a été dit avant que je sois né. Tu sais, par rapport au fait de dire une œuvre va rester longtemps dans le temps, ou... Tu te rappelles que John Lennon avait fait du bruit en disant que de toute façon les Beatles c'était plus connu que le Christ. Ouais. Donc j'étais pas né, donc je pouvais pas avoir une répartie. J'aurais aimé pouvoir lui dire, on en reparle dans 50 ans ou dans 500 ans. À quel âge est mort John Lennon ? Il avait pas 33 ans. Certaines œuvres, on parle à un niveau... Alors, le Christ, c'est pas une œuvre littéraire, c'est pas ça que je voulais dire, mais il y a des textes qui restent, donc dans l'art, mais aussi des textes philosophiques ou religieux. On est sur des durées longues, c'est pour ça que je veux en parler aussi, et voir des durées très longues. La colère d'Achille, la quête d'Arthur, je peux multiplier comme ça les milieux de nuit, je peux multiplier les exemples comme ça. Là, on est sur du temps très long. Et le cinéma étant un art récent, comme je disais tout à l'heure, enfin récent dans cette... Oui, relativement récent. Est-ce que, donc, on parlera toujours d'Anne Hathaway dans... Alors, c'est sûr qu'on parlera de Wells et de son adaptation de Kafka, dont on parlera toujours aussi. Mais je dis pas que chaque film, on doit attendre qu'il puisse... d'ailleurs, c'est le rêve de tout artiste, d'ailleurs, c'est que son œuvre puisse rester. Est-ce qu'il faut vraiment sanctionner un chef-d'œuvre par un chef-d'œuvre, quoi C'est pas ça, mais c'est que... j'essaie d'illustrer mon exemple. T'es peintre. Non. Non mais imaginons. On va pas faire Jean-Yann, imaginons que vous êtes sur une route départementale. Je prends jamais les routes départementales. Ah, mais imagine, c'est pour la simulation, que vous êtes sur... Je te dis que je ne prends jamais. Tu l'as vu ce truc-là ? Oui, bien sûr. C'est excellent. Imaginons que tu sois peintre. Non, tu t'arrives ou pas ? Non, t'arrives pas, t'aimes pas la peinture ? Si, non, si.
Est-ce qu'il faut forcément que tu ailles peindre à partir d'une œuvre très connue, autre, une œuvre de musique ou un film, ou est-ce que tu peux pas essayer de pas t'éloigner du modèle, mais de trouver ton propre, même si on peut s'en inspirer. Mais enfin, j'ai envie de dire qu'il y a toujours une inspiration dans une autre œuvre. Ouais. L'artiste crée à partir de ses influences et de son expérience personnelle, et c'est un mélange des deux. Et les deux s'entremêlent subtilement. C'est une musique qu'il écoute à un moment où il vit telle chose qui lui fait bon. Et ce qui est embêtant, c'est si l'influence devient telle par son prestige qu'elle paralyse, si tu veux, la créativité. Et là, du coup, on a des gens qui sont plus des illustrateurs. Mais pourquoi pas ? Par contre, si ça se veut illustration, pourquoi pas ? Oui, parfois on a même des adaptations qui sont pas officiellement des adaptations, mais qui le sont, soit parce que finalement le réalisateur en a fait mention, soit parce que la critique ou le public a rapproché les deux œuvres. Je pense notamment à Brasil, qui a priori serait une adaptation très personnelle de 1984. Ah oui, celle-là, ce serait tellement personnel, parce qu'on peut y retrouver aussi du Kafka, et non, c'est Brasil, qui est un chef-d'œuvre. On fera peut-être un podcast uniquement sur Brasil. Pour toi. Bah non, on va pas faire tout seul. Ils me laisseront pas rentrer. Brasil, je pense pas qu'on puisse parler d'adaptation. Hein. C'est vraiment du Terry Gilliam. Bah oui, ça peut être du Terry Gilliam, mais alors des fois, les adaptations peuvent être un détournement. Regarde les Sacrés Graal. Alors là, il y a une originalité du coup. Ouais, parce qu'il traite en comique. Il traite en comique et en. On peut dire la même chose de Kaamelott, par exemple. Oui, c'est ça. Sur un autre registre. Ouais. Donc, pour conclure, la question n'est pas de savoir s'il faut ou s'il faut pas adapter un chef-d'œuvre littéraire. C'est plutôt une bonne idée. Maintenant, reconnaît qu'on peut aussi avoir envie que la nouvelle œuvre ait une part d'originalité. Oui. Que ce soit en partant dans une autre direction ou que ce soit en essayant de se fixer au même niveau, mais avec des moyens cinématographiques. Je suis d'accord. Et ben, si nous arrive, on est d'accord. On va terminer là-dessus. Donc, du coup. Oui, ça reste un débat ouvert. Il n'y a pas de règle, mais c'est intéressant de se poser la question. Et juste un conseil. J'ai avec moi une bouteille de champagne parce qu'on termine la saison, Olivier. C'est pas une bouteille de champagne, c'est une bouteille de cristalline citron. Mais les gens, ils voient pas. Oh là oui, on peut pas leur mentir. Hein. Bah oui, mais bon, on va ouvrir la bouteille de cristalline citron. Et on se dit que si on se revoit pas d'ici là, c'était comment ? D'ailleurs, c'est tiré d'un film, ça. Oui. Pas de pub. Et une excellente nuit. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, la ridon à la fin de l'envoi. Je touche.